comprendre le Sahel à travers son histoire, sa géographie et ses défis socio-démographiques et sécuritaires. En réalité, dans ce texte, les enjeux sécuritaires et leur relation avec les dynamiques démographiques sont évoqués et le texte commence par une évocation du contexte dans lequel se jouent ces enjeux, se déploient ces enjeux sécuritaires dans leur relation avec les dynamiques démographiques. Et ce contexte a été étudié et très largement étudié depuis une cinquantaine d'années que le Sahel s'est inscrit dans l'agenda mondial, puisque le SILS date de 1973, le Club du Sahel de 1976, des institutions comme le Liptako Gourma datent des années 70, etc. Et il y a donc eu une multitude d'études qui ont été faites sur le Sahel. Et ce qui en ressort, c'est que les perspectives disciplinaires ont beaucoup joué sur la compréhension que les gens ont du Sahel. Il y a beaucoup de points de vue qui sont des points de vue partiels, parcellaires quelquefois sur le Sahel, et cela rend la compréhension du Sahel relativement difficile. En gros, si on essaie de regrouper les connaissances que l'on a sur le Sahel, il y a 7 ou 8 points qui ressortent très clairement. La première, c'est que d'un point de vue géographique, le Sahel n'existe pas en tant que tel, mais il existe plusieurs Sahel. Le Sahel, au sens propre, désigne une bande qui est riveraine du Sahel. Sahel signifiant en arabe rivage. Mais le Sahel qui est proche du Sahara, c'est uniquement les bandes, la partie méridionale du Sahel qui touche le Maghreb. Mais les autres parties du Sahel touchent la savane. C'est donc une zone de transition entre la savane et les pays, entre les pays de savane et les pays du Maghreb. Et les isoïettes 200 à 500 mm qui définissent le Sahel, ces isoïettes bougent dans le temps. Il y a une baisse vers le sud de ces isoïettes-là. Tant et si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Sahel, il faut toujours préciser du point de vue géographique de quel Sahel parle-t-on, parce que pour quelques pays, pour quelques-uns, le Sahel, c'est les 3 pays du Liptako Gourma, pour d'autres, c'est les pays du G5, pour d'autres, c'est les pays du G5 auxquels il faut ajouter le Cameroun, le Nigeria en raison de Boko Haram, etc., et des conflits autour du bassin du lac Tchad. Pour d'autres encore, on ne comprend pas le Sahel si on exclut l'Algérie qui a exporté ses terroristes au Mali et la Libye dont certains éléments sont allés au Mali après la chute du Kadhafi. C'est donc, il n'y a pas un Sahel, encore une fois, d'un point de vue géographique, mais plusieurs Sahel. La deuxième chose qui ressort, c'est que l'histoire a joué un certain rôle dans la situation actuelle du Sahel. Le Sahel, au fond, est victime du syndrome de Berlin. Il y a aujourd'hui une balkanisation croissante et il y a des frontières qui séparent des communautés qui se déplaçaient dans des espaces très larges. Nous sommes dans le Sahel avec des communautés pastorales qui ignoraient ces frontières et qui, au fond, sont aujourd'hui victimes d'un enfermement qui a commencé avec la conférence de Berlin et le partage de l'Afrique en des territoires sous influence française, anglaise, portugaise, etc., etc. Et cela pose un problème aujourd'hui parce que les déplacements ne font pas partie simplement d'un mode de vie, ils font aussi partie d'une stratégie de survie des groupes dans la mesure où les ressources sur lesquelles s'appuient ces groupes, dont les groupes ont besoin pour vivre, sont des ressources par définition éphémères et il faut donc aller les saisir là où elles sont au moment où elles y sont. Alors la troisième chose, c'est que l'économie sahélienne, l'économie politique sahélienne, elle reste aujourd'hui une économie extravertie. Elle reste extravertie et elle reste une économie rentière pour l'essentiel, et cela malgré les années et les années d'ajustement structurel. Il n'y a pas eu de transformation structurelle des économies et il y a eu également plutôt le maintien d'une stratégie de minimisation du risque plutôt que de maximisation de la pauvreté qui est caractéristique des économies rentières. Et associé à ces programmes d'ajustement structurel,
on se rend compte que les États sahéliens sont des États relativement faibles parce qu'ils peuvent avoir des ambitions pharaoniques, mais ils ont des moyens lilliputiens pour mener à bien ces ambitions. Ils rencontrent pour quelques-uns des problèmes de légitimité aux yeux de leur population, parce que précisément du fait des années d'ajustement structurel, on a vu l'État se désengager d'un certain nombre de secteurs dits sociaux, ce qui fait que ces États n'ont plus de légitimité, puisqu'ils ne peuvent plus répondre à la demande sociale des communautés qui sont défavorisées. Et puis, ils ont des problèmes de taille. L'État sahélien est souvent trop petit pour faire face aux problèmes sérieux, y compris les problèmes sécuritaires, mais il est beaucoup trop grand pour faire face à des problèmes qui devraient être réglés au niveau des communautés. Il s'occupe de choses dont il ne devrait pas s'occuper et il est incapable de s'occuper à lui seul des problèmes majeurs qui devraient solliciter son intérêt. Et puis, ce à quoi on assiste également, c'est à une radicalisation récente des protagonistes locaux aussi bien qu'extérieurs, qui font une radicalisation qui fait que la zone est devenue une zone des tempêtes. Lorsque l'on voit aujourd'hui les cartes établies par les ministères des Affaires étrangères des pays occidentaux, on voit que 80% des cartes sont coloriées en rouge, le rouge signifiant que ce sont des zones en danger. Alors que, jusque dans les années 1980, le Sahel était pauvre, mais c'était une zone en paix, relativement en paix, à l'exception de quelques mouvements irrédentistes qui s'étaient signalés au nord du Mali, à l'exception d'une guerre de libération qui avait eu lieu en Guinée-Bissau, il n'y avait pas véritablement de conflit armé sérieux dans les pays du Sahel, contrairement à ce qui se passait en Afrique australe. Mais depuis les années 80, on voit que les pays sont restés des pays pauvres, mais ils ne sont plus en paix comme ils l'étaient, ils sont pauvres et en guerre. Il y a donc quelque chose là qu'il convient de voir. Alors, ce également qui ressort d'une espèce d'analyse des travaux menés par les géologues, par les géographes, les politistes, les sociologues, les démographes et les économistes, c'est qu'il y a une rupture progressive du lien entre des populations qui étaient diverses mais qui arrivaient à vivre ensemble et une érosion de la relation entre l'État et les diverses communautés, ce qui rend aujourd'hui le dialogue relativement difficile entre l'État et les communautés organisées et ce qui confère aux organisations de la société civile sans doute un rôle à jouer là, comment rétablir une espèce de confiance entre l'État et les communautés. Alors, sur le fond de cette analyse générale que l'on peut faire de la situation au Sahel, la problématique démographie, population et sécurité a fait l'objet de plusieurs approches. Il y a plusieurs tropismes qui se dégagent pour analyser cette relation-là. Et là-dessus, je vais aller assez vite parce que ça a déjà été évoqué par notre collègue de l'ENSAE. Il y a en gros 4 tropismes qui se dégagent. Le premier tropisme met l'accent sur la relation entre démographie et ressources naturelles. Il y aurait une corrélation entre la pression entre les ressources naturelles et la pression démographique. C'est les déterminants démographiques qui joueraient un grand rôle, qui expliquerait les conflits dans la plupart des Sahel, et on met en avance notamment le poids des jeunes dans la population démographique.